On va enchaîner avec vous, professeur Debray, sur la vie, l'apparition et le développement et ensuite la disparition des épidémies. Sujet, là encore, éminemment discuté, éminemment journalistique, qui a fait couler beaucoup d'encre et utilisé beaucoup de temps d'antenne dans les médias. À vous, professeur Debray. Merci. Beaucoup d'encre, malheureusement. Effectivement, les épidémies sont encore là. Elles étaient là depuis très longtemps, elles seront là certainement encore. Les épidémies, les maladies transmissibles représentent, comme vous le voyez, 25% des décès dans le monde, considérable, 14 millions par an, un peu plus avec la Covid. On signalait entre 1940 et 2004 près de 335 maladies infectieuses nouvelles et entre 2018 et 2020, 40 nouvelles espèces de microbes, dont bien sûr récemment toute la série des Covid. Mais jusqu'au milieu du XIXe siècle, et j'y reviendrai à travers quelques notions d'histoire, la durée de vie n'était pas différente de celle de la préhistoire. Revenons en effet sur ces deux concepts, la transmissibilité d'un côté, le fait que ces maladies sont des maladies contagieuses, et de l'autre qu'elles soient liées à des microbes. Eh bien, il y a très longtemps qu'on sait que ce sont des maladies contagieuses, transmissibles. On le sait depuis les temps les plus anciens où on mêlait à la fois peste, choléra, typhus, où l'on inculpait des forces divines occultes ou occultes, où l'on avait donc des explications extraordinairement empiriques à partir d'influences telluriques. Hippocrate lui-même parlait d'eau, d'air, mais l'on savait déjà que c'était des maladies qui étaient liées à la pauvreté. Maladies contagieuses, transmissibles, et déjà on évoquait le rôle des marais, et pour certains des auteurs anciens, on avait, à propos de la syphilis, et avec l'arrivée du microscope, déjà trouvé quelques agents qui, faute de pouvoir être démontrés être des agents de causalité, pouvaient être cependant, ou évoquer cependant, ce caractère de contagion. En même temps, il y avait des détracteurs de cette idée, c'est-à-dire de l'influence de l'environnement, du mal extérieur, et en particulier l'un d'entre eux qui s'est fortement élevé contre ces notions, François Bousset, qui pensait que tout venait de l'intérieur et qu'en réalité rien ne provenait de l'environnement et que tout cela était dû à des inflammations avec lesquelles il fallait lutter par des cataplasmes, des émollients, des pourrissants qui rajoutaient aux infections des surinfections et qui a été pendant très longtemps, je parle de François Bousset, un opposé aux démonstrations du caractère de la transmissibilité. Transmissibilité donc qui était connue, au moins évoquée depuis les temps les plus anciens, mais vint le temps où l'on arrivait à la démonstration que ça a été dû aux microbes. Et cela s'est passé en 3 temps, dans un ordre historique, si je puis dire, d'une certaine manière. Tout d'abord, la notion, à travers la sepsie, qu'il pouvait y avoir quelque chose que l'on transportait et qui était donc ces véhicules de la contagion. Et c'est bien sûr la découverte du premier découvreur de l'hygiène, du premier éducateur sur les notions de l'hygiène que fut Semmelweis. Ensuite est venue avec Joseph Lister l'application des antiseptiques qui, à travers des pulvérisations de stress sur les plaies, évitaient et prévenaient le risque d'infection et quand ils étaient là, arrivaient à les diminuer. Mais ces arguments, aussi bien asepsie qui allait finalement dominer par la suite, qu'antisepsie, n'étaient que des arguments indirects. Et je vais me saisir de 3 des grandes démonstrations de Pasteur pour vous montrer à la fois qu'il a pu, le premier, démontrer que les épidémies étaient liées à des microbes et en même temps déjà intervenir sur un certain nombre de ces phénomènes. Pasteur, mais en réalité, au même moment, Robert Koch, l'Allemand, avec lequel il eut des combats presque fratricides, allait lui aussi revenir au même titre de démonstration. La démonstration faite par Pasteur était finalement à la fois simple et en même temps, comme on dit souvent, il fallait y penser. Il a pris du sang d'animaux en train de mourir et il a dilué ce sang 1 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 100 000 fois, 1 million de fois avant de le réinjecter à 10 animaux sains. Mais toute l'astuce expérimentale a été d'imaginer qu'entre chaque dilution, il remettait le tube à l'étuve et laissait par conséquent aux bactéries le temps de pousser, si bien qu'à la 10 millionième ou 10 milliardième dilution, il n'y avait plus que des purées de bactéries et c'est grâce à cela qu'il a pu montrer que les bactéries, les microbes
derrière les bactéries étaient bien sûr d'autres agents qu'on allait découvrir dans les siècles à venir, les bactéries étaient responsables des maladies infectieuses. Deux autres démonstrations expérimentales extrêmement éloquentes et importantes avaient été faites par Pasteur. La deuxième a été de démontrer que les microbes sont souvent véhiculés par des animaux, et en particulier en l'occurrence par le ver de terre, et qu'il fallait donc un animal intermédiaire entre la cause, et dans la démonstration qui a été faite entre les vaches qui étaient mortes de bacilles de l'anthrax et les sujets qui allaient se réinfecter, était un animal vecteur. Troisième démonstration faite par Pasteur, le fait qu'il peut y avoir des porteurs sains et que par des modifications environnementales, en l'occurrence une diminution de température, on pouvait, à partir de ces microbes qui restaient des microbes commensaux, les faire devenir pathogènes et entraîner des infections. Nous avions donc au XIXe siècle, et avec l'arrivée de Pasteur, avec les démonstrations de ce qu'il a pu faire, trois notions. La première, c'est que les maladies infectieuses, et en l'occurrence les épidémies, sont liées à des microbes. La deuxième, c'est que les microbes sont véhiculés par des animaux vecteurs à partir de réservoirs. Et la troisième, c'est qu'elles peuvent être entretenues par des porteurs sains qui sont capables de se réveiller, ou tout du moins de réveiller leurs pathogènes, à condition de certaines modifications environnementales. Restait ensuite l'arrivée de quelques autres auteurs célèbres, dont Jacob et Monod, qui allaient montrer le rôle des mutations et par conséquent certaines modifications du caractère de transmissibilité. Revenons à l'émergence. L'émergence, le problème s'est posé depuis longtemps, et il s'est posé avec acuité vers le milieu du XXe siècle, lorsqu'à ce moment-là, le ministre américain de la Santé a déclaré que le chapitre des maladies infectieuses était clos et qu'on n'entendrait plus jamais parler des épidémies. Puis sont survenus, comme vous le savez, une série d'autres qui ont transcendé les médias, si je puis dire, avec d'un côté l'Ebola, de l'autre côté l'arrivée du sida, et surtout aux États-Unis, la maladie des légionnaires qui a réveillé à ce moment-là le monde de l'inquiétude. Mais le surgissement de l'émergence, en fait, il avait été vu depuis les temps les plus anciens. Et on se posait la question de savoir si c'était des maladies qui avaient été ignorées ou au contraire des maladies nouvelles qui étaient apparues. Et pour finalement s'arrêter à une conception qui a été donnée par José Heidelberg, qui était un prix Nobel, et qui nous disait qu'en fait, on avait affaire à une sorte de darwinisme microbien, c'est-à-dire qu'on sélectionnait les microbes dangereux et que ceci se faisait à travers nos problèmes écologiques, démographiques, technologiques, économiques, et j'y reviendrai tout à l'heure. Première notion, la découverte que ce sont bien les microbes, en l'occurrence démonstration 19e par les bactéries, qui sont responsables des épidémies. Nous le savons, il existe de nombreux autres agents infectieux. Deuxième leçon à retenir de l'histoire de l'émergence infectieuse, le fait que les microbes, et particulièrement les épidémies, sont transportés ou proviennent des animaux. Les 2/3 des maladies infectieuses sont des zoonoses. Ce sont elles qui nous donnent l'homme, et nous le savons depuis la préhistoire, au moment où l'homme a domestiqué la plupart des espèces qui lui étaient utiles. En l'occurrence, le bœuf nous a donné la variole et la lèpre et la tuberculose, le mouton l'anthrax, le porc et le poulet la grippe, le cheval le tétanos, et ainsi de suite. Et ce qui est intéressant, c'est que cette domestication des animaux entre l'ancien monde et toutes ces maladies dont je viens de vous parler, et le nouveau monde, et en particulier donc le continent américain, a montré que les domestications des animaux étaient différentes, la prémunition des maladies infectieuses n'était pas la même entre l'ancien monde et le nouveau monde, et on connaît la destruction considérable qui a eu lieu avec l'arrivée des conquistadors lorsqu'ils sont arrivés sur le continent américain. Première et deuxième notion à retenir de l'histoire, la notion par conséquent que les maladies infectieuses sont liées au rapprochement de l'homme et de l'animal, et ceci existe à la préhistoire. Le deuxième, c'est qu'à chaque épidémie sont microbes, et si on a pendant très longtemps confondu la totalité des épidémies à travers une seule qui a été essentiellement la peste, on sait qu'il existe des multitudes de germes qui à chacune en réalité entraînaient des maladies différentes, mais la peste quand même a été parmi toutes les épidémies celle qui a dominé le monde depuis très longtemps, et vous le savez depuis le VIe siècle avec l'apparition de la peste justinienne qui a frappé à plusieurs reprises, une quinzaine, une grande partie de l'empire de l'époque. Troisième idée, la notion, on va à travers la syphilis, que les maladies peuvent se modifier avec le temps, et en particulier la syphilis, qui était une maladie extraordinairement dangereuse et aiguë dans les temps les plus primitifs lorsqu'elle est apparue,
s'est ensuite modifiée pour devenir au contraire plus douce et plus, je dirais, plus chronique. Et c'est un phénomène assez répandu de voir qu'au fur et à mesure de l'évolution d'une maladie épidémique, et en particulier de l'interaction qu'a l'homme avec certains microbes, ceux-ci deviennent moins dangereux, tout en étant ou pouvant garder leur caractère de transmissibilité. Retenons donc qu'à la fois, vous avez une dissociation entre la transmissibilité d'un côté, c'est-à-dire la contagion, et la capacité qu'a un microbe d'être plus ou moins dangereux. J'insisterai ensuite sur ces leçons que nous connaissons bien maintenant avec le confinement, qui sont les réactions sociétales, pour mettre en parallèle deux d'entre elles, qui sont les lépreux d'un côté et les maladies liées à la peste de l'autre. Et dans ce cas-là, dans l'un et l'autre cas, la société s'est défendue de manière différente. Pour le lépreux, ça a été l'exclusion. On luttait à ce moment-là contre les individus, on les excluait totalement de la société, alors qu'avec la peste, on a inventé les consentements d'aujourd'hui qui sont la quarantaine, et vous le voyez donc, c'est apparu au XIVe siècle, modifié par la suite par Venise pour passer de 30 à 40 jours de confinement, et en particulier à Venise, dans cette église qu'on appelait Santa Maria de Nazareth, et qui s'est transformée après avec le mot de Lazareth. Et vous voyez derrière apparaître un conseil politique, comme nous avons vu en fait, aidé par un conseil scientifique, comme nous avons vu à propos du Covid. Cinquième leçon, eh bien, que nous allons retenir sur l'évolution en fait de ces épidémies. Ce qui est au fond extrêmement curieux, qui a intrigué et qui continue d'ailleurs d'intriguer beaucoup de gens, est de savoir pourquoi est-ce que les maladies apparaissent et pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que les épidémies apparaissent et pourquoi est-ce que les épidémies disparaissent. Pour beaucoup d'entre elles, on ignore en réalité ce qui est en train de se passer. Mais dans un certain nombre de cas, comme en particulier les différentes épidémies d'Ebola qui sont survenues, tantôt en Afrique centrale, tantôt au contraire en Afrique de l'Ouest, on sait que cela est dû à un rapprochement impromptu ou malvenu entre l'homme d'un côté et les animaux réservoirs de l'autre, la plupart du temps à travers des chauves-souris, parfois par des animaux et des êtres intermédiaires, et en particulier pour ce qui concerne l'Ebola, très vraisemblablement aussi à partir des grands singes. C'est très certainement à partir de ce rapprochement de l'homme et de l'animal que l'on a vu ou que l'on peut voir naître une bonne partie des épidémies, et j'y reviendrai tout à l'heure dans les différents facteurs qui sont à cause de ceci. On voit bien évidemment que dans ce rapprochement, l'environnement, les modifications climatiques vont jouer un rôle. Pourquoi les épidémies s'arrêtent-elles? Et qu'est-ce qui s'est passé? Indépendamment de l'immunité dite collective qui se passe et qui s'est vue en particulier lors de certaines épidémies de rougeole, on va assister à toute une série de facteurs qui sont tantôt liés à des facteurs défensifs, comme en particulier la première attaque de SRAS en 2003. Et je mets souvent en évidence cette maladie très particulière qu'est la fièvre hémorragique d'Argentine, assez curieuse, car c'était une épidémie qui apparaissait de manière saisonnière sans que personne ne comprenne absolument ce qui se passait. Et en réalité, les épidémiologistes ont fait la relation entre l'apparition de ces épidémies et l'existence de l'achat de grandes machines qui, au moment où l'on faisait les blés, où l'on ramassait les foins en Argentine, sectionnaient les brins de blé, et derrière les brins de blé se cachaient des rats qui vivaient donc dans ces champs, qui avaient été pris par ces machines, et le sang des rats giclait sur les paysans, et c'est comme ça qu'en fait se faisait la transmission. Et le jour où on a réussi à comprendre quelle était la relation entre cette apparition ou ces apparitions épidémiques répétées d'un côté et l'achat de ces nouvelles machines qui dilacéraient les rats, on a été capable à ce moment-là de prévenir la maladie et par conséquent les fièvres hémorragiques d'Argentine. Il a suffi soit de chasser les rats d'un côté, soit surtout d'acheter de nouvelles machines qui arrivaient à projeter des giclements de sang. Donc, nous retiendrons que ces maladies apparaissent de manière impromptue par des rapprochements animaux-hommes, et elles disparaissent pour des raisons qu'on a souvent du mal à comprendre, et je l'espère qu'on arrivera à comprendre à propos du Covid. Revenons maintenant, et je terminerai là-dessus, sur les différents facteurs qui sont en fait responsables de ces épidémies. La première, c'est lié
à la démographie, à des problèmes de société, à des comportements. Nous sommes où nous serons. 9 milliards en 2025. Il y a donc beaucoup d'hommes sur Terre, beaucoup d'hommes qui vivent associés dans des mégacoles, qui vivent dans ces pays du Sud, proches de la biodiversité et de la faune sauvage, et dans lequel il y a des circulations de microbes. Deuxième facteur, les pratiques agricoles. J'y ai insisté tout à l'heure, on y a insisté également les jours précédents, on y reviendra au moment de notre discussion. Les modifications expérimentales, et en particulier la déforestation des grandes forêts d'Amazon, d'Indonésie, d'Afrique tropicale, sont une des causes, certainement, du rapprochement des animaux et des hommes. Derrière aussi, on peut voir l'élevage instant-fils. Et c'est cela, cette mixité entre hommes et animaux dans ces espaces urbains, agricoles et naturels, qui feront les maladies du demain et qui ont été les maladies du passé. Troisième fonction, les déplacements humains, et malheureusement, à travers toutes les migrations et les désastres que nous voyons encore sous ces derniers temps, on voit que 200 millions de personnes sont hors de leur pays de naissance, qu'il y a 100 millions de voyageurs par mois, et ces migrations humaines transportent bien entendu avec les hommes à la fois leurs désastres et et si je puis dire, leur anxiété transportent les microbes. Troisième point, la modélisation des échanges et des marchandises. On le voit à travers les containers. Vous voyez qu'il y a, rien que dans les ports des États-Unis, 26 millions de containers qui apparaissent par an et chacun d'entre eux porte des microbes. On sait qu'il faut moins d'une journée pour atteindre l'autre bout de la planète et que par conséquent, qu'il s'agit de transport en bateau, en train ou en air ou en voiture, eh bien, nous transportons à chaque fois des microbes et que la progression des transports est très certainement celle qui a expliqué un certain nombre d'épidémies, dont le Westline et le SRAS. Viennent ensuite les précarités des conditions sanitaires et en particulier des mauvaises conditions d'hygiène, responsables, on l'a vu lors de certaines épidémies à Haïti du choléra, responsables aussi certainement de la tuberculose, qui est une maladie de la pauvreté, auquel on associera la désorganisation d'un certain nombre de systèmes de santé, responsables en particulier de la maladie du sommeil, la contamination par l'aliment et l'eau, et on sait le risque que causent l'Escherichia coli et la salmonelle qui s'y trouvent et qui nécessitent des conditions très particulières d'épuration des eaux. Et puis enfin, il faut parler des épidémies quand on sait qu'elles vont survenir demain, et en particulier celles qui sont dues aux résistances aux antibiotiques d'un certain nombre de nos germes qui vont nous poser des problèmes cruciaux. C'est probablement un des fléaux les plus importants qui nous menacent dans les années à venir, au-delà du Covid bien sûr et de quelques autres épidémies infectieuses, la résistance aux antibiotiques et la propagation de germes et en particulier de bactéries résistantes, auxquelles on rajoutera le dernier des facteurs qui fait couler beaucoup d'encre bien sûr, et qui est celui du changement climatique et qui intervient sur l'environnement. Eh bien, je terminerai simplement sur vers l'avenir. Faut-il une diplomatie vers la santé? On pourra revenir sur le rôle des politiques publiques, au contraire une santé pour la diplomatie. En tout cas, le monde entier doit saisir de ce problème. Comment fait-on aujourd'hui pour que nous arrivions à une organisation mondiale, à ce bien commun qu'est la santé, et ce bien commun qu'est la santé de vivre en dehors des épidémies, pour arriver à un contrôle potentiel de celle-ci. Mais tout ceci nous dit que, et ça nous renvoie peut-être à l'intérêt des tours des sciences, il faut informer plus que jamais, il faut adapter nos informations non seulement à ceux que vous êtes, mais aussi aux médias, aux décideurs, et savoir que nous sommes bien évidemment dans un monde des incertitudes. Il faut que nous communiquions, et en particulier sur les fausses rumeurs, on a entendu parler ce matin. Il faut éduquer, et l'éducation la meilleure sur les épidémies est celle qui se passe en dehors des crises, en temps de paix, pour entendre parler de la vie des microbes, pour entendre parler des relations d'hommes et de microbes. Et je terminerai là-dessus par une image que j'aime beaucoup, qui est celle d'Alice au Pays des Merveilles. Je cite quasiment à chacune de mes interventions parce qu'elle montre que l'homme et le microbe évoluent ensemble et que nous ne pouvons pas parler d'évolution de l'homme sans parler d'évolution des microbes. Nous sommes dans une phase de coévolution. Et cette image, qui est une théorie qui s'appelle la théorie de la Reine Rouge et qui a été mise en avant par un des praticiens de l'évolution qui était Leif von Galen, peut-être de cette histoire que vous vous souvenez qui est Alice au Pays des Merveilles, où Alice courait et tout d'un coup, dans sa course, elle arrête par la main la reine de cœur et elle lui dit écoutez, c'est curieux parce que dans notre pays, on arrive en général ailleurs si l'on court très vite, et la reine de cœur lui dit pas du tout. Il faut courir de toutes ses forces pour rester au même endroit. Et c'était ce processus de coévolution. Nous marchons, nous évoluons, nous vivons constamment face à face avec les microbes. C'est eux qui courent avec nous aujourd'hui et c'est eux qui sont dans cette salle au moment où je vous en parle.
Merci. Merci, professeur Debré. Merci pour cette conclusion littéraire qui nous fera plaisir.